Tu sais bien que ça va encore t'énerver, le café. T'aimes le cinéma lorsqu'il est insolent. Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Thelma et Louise travaillaient à deux, et c'était les meilleurs. On va perdre du temps. On est tous mortels. Et c'est complètement stupide. Ce café froid depuis 2 heures. J'y ai même mis mes cendres. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. On est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que nous allons parler du nouveau film de la réalisatrice Alex Poukine, Kika, qui est sorti ce mercredi en salle et qu'on vous invite évidemment à aller découvrir. On va vous laisser avec la suite pour découvrir Kika et Alex Poukine. J'adore cette chanson. J'ai beau me dire... David. Kika. Tu fais quoi là? Je suis assistante sociale. J'ai rendez-vous avec madame, c'est ça? Allez, bonne journée, je t'aime. Rien ne t'efface. Je suis un tout petit peu enceinte. Mais comment ça, un tout petit peu? Tu vas faire quoi là avec l'appart et tout? Faut qu'on bouge d'ici la fin du mois. Y'a quelqu'un à qui tu peux emprunter de l'argent? Comment vous payez votre loyer? Bah je vends mes culottes sales. Ok, ça je vais pas le mettre dans le dossier. Vous me traitez de gros dégueulasse et je vous donne 50 € de plus. Vous êtes un gros dégueulasse. Pourquoi vous me dites ça? Attendez, c'est vous qui m'avez demandé. Oui, mais argumentez. Ah. Tu débutes, c'est ça? Crachez-moi dessus. Tu dois mettre tes pratiques là. Golden shower, ball busting, paddle, spanking. Pardon, mais je parle pas très bien anglais. T'apprendras sur le tas. Pardon, excusez-moi. Non mais oh, vous me payez là. T'es pleine de boutons, t'es sèche. Madame, je vais pas là. Mais en vrai, pute, c'est comme assistante sociale. Dominatrice, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux payé qu'assistante sociale. Je te vois et je m'inquiète pour la petite et je m'inquiète pour toi aussi. Je gère. C'est quoi que vous cherchez dans la douleur? Je cherche rien à la douleur. J'ai tout le temps mal. Mais si au moins, j'ai qu'à dire un mot et ça s'arrête. Refuser de souffrir, c'est aussi refuser de vivre. Ça va aller? J'espère. Je pense à toi. Est-ce que vous pouvez commencer par présenter un peu qui vous êtes et votre parcours? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma et d'en arriver là? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du cinéma? Je pense que j'avais envie de vivre d'autres vies que la mienne, petite. Et donc, je sais pas, ma mère m'a emmenée voir Pretty Woman au cinéma à 8 ans, sur les Champs-Élysées. Alors que moi, j'habitais en banlieue, on n'allait jamais sur les Champs-Élysées. C'était en anglais, donc j'ai rien compris. Ma mère non plus d'ailleurs. Mais je sais pas, me dire waouh, ailleurs, il y a des gens qui vivent des vies incroyables. Je sais pas, Manhattan, tout ça, bref. J'ai eu envie de faire du cinéma, même si je savais pas ce que c'était. Et enfin, je savais pas quel métier on pouvait faire à part comédienne, à part devenir Julia Roberts. Donc j'ai essayé de devenir Julia Roberts. Je ne suis pas parvenue. J'ai pris des cours plus tard, j'ai pris des cours d'art dramatique et j'ai été dirigée, notamment par un homme extrêmement misogyne. Et je me suis dit, ah non, en fait, je vais pas faire ça. Je vais plutôt diriger qu'être dirigée. Et donc, j'ai passé le concours de la Fémis en n'y connaissant rien du tout en cinéma. Donc, je l'ai raté dans les grandes largeurs. Et j'ai fait des études d'anthropologie. Et à ce moment-là, j'étais en train de préparer ma thèse. Oh, je vous fais un tunnel. Hein. Et donc, j'étais en train de préparer ma thèse en anthropo. Et je me suis dit, non, en fait, je ne veux pas faire ça, je veux faire du cinéma. Donc, j'ai, par un hasard assez déconcertant que je ne vais pas vous raconter là, parce que sinon, ça va être un double tunnel, j'ai passé le concours d'une école qui s'appelle l'USAS, c'est une école de documentaire en Ardèche. Je l'ai eu. Et j'ai commencé à faire des documentaires. Et puis, finalement, j'ai fait un moyen métrage de fiction dans lequel je jouais mon propre rôle. Et puis, voilà. Et aujourd'hui... j'ai fait donc Kika qui sort dans 2 jours, à peu près.
Comme vous venez de l'expliquer, vous venez plutôt du monde du documentaire. Vous en avez déjà réalisé plusieurs. Et donc moi, je me demande pourquoi est-ce que vous avez fait le choix que Kika, ce soit une fiction. Est-ce que vous l'avez à un moment donné envisagé un documentaire où c'était une évidence que ça devait être fictionnel ? C'était une évidence que ça serait fictionnel, parce que dans Kika, j'ai mélangé plein de réalités. J'ai mélangé des parties de mon histoire, des parties de l'histoire, par exemple, d'un ami à moi qui est à la fois assistant social et dominateur. J'ai mélangé des histoires d'une dominatrice que je connais, de clients et de clientes que j'ai entendus dans la vraie vie. Donc, ça aurait été très difficile, vu toutes les lignes narratives que j'ai essayé de mettre dans cette histoire, d'en faire un documentaire. Parce qu'en fait, c'est comme si j'avais fait une mosaïque. J'ai pris plein de choses. À la fin, ça dessine quelque chose que j'espère être assez cohérent. Mais un documentaire, ça n'aurait pas été possible. Pour plein de raisons. Et aussi parce que c'est pas un film sur le BDSM, c'est pas un film sur le travail social, c'est pas un film sur ce que c'est que d'être mère célibataire. C'est un film sur le portrait d'une femme qui n'existe pas, que j'ai inventé. Donc oui, j'aurais pas pu faire un documentaire là-dessus. Et puis de toute façon, ça faisait très longtemps que j'avais aussi envie de m'essayer à la fiction, donc c'était l'occasion, quoi. Vous évoquez à l'instant la complexité de votre personnage Kika, et on se demandait quelles ont été les inspirations de personnages féminins ou non qui vous ont permis de construire ce personnage si complexe. Alors ça va paraître très prétentieux de dire ça, mais je me suis inspirée de moi pour commencer. Je me suis inspirée donc de cet ami dont je parlais, qui est un homme, en l'occurrence. Je me suis aussi pas mal inspirée de Julia Roberts, mon héroïne, dans Erin Brockovich, de Soderbergh. Et aussi, généralement, tous les personnages féminins de Andrea Arnold, que j'aime énormément. Voilà, et puis toutes les dominatrices que j'ai rencontrées, je me suis aussi pas mal inspirée d'elles. Et les assistantes sociales que j'ai rencontrées aussi. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment un portrait de femmes que j'ai créé à partir de plein de femmes que je connais. Après, elles me ressemblent pas mal dans le sens de l'humour, ses défauts sont les miens. Voilà. Là, vous venez d'aborder l'humour dont fait preuve Kika. C'est vrai que c'est aussi un personnage que je trouve très lumineux. Kika, ça traite de sujets qui sont très, très durs. Elle a une vie très dure, Kika, et pourtant elle est très lumineuse. On parle aussi d'amour. Mais pour revenir à l'humour, je voulais savoir, parce que c'est quand même quelque chose qui est présent, très présent dans votre film, et je voulais savoir pourquoi. Est-ce que c'était important pour vous de mettre de l'humour dans ce drame? Alors, c'est pas le cas pour tous les gens il y a plein de gens qui ont fait des écoles de fiction et qui sont super libres, etc. Mais il y a un espèce de dogmatisme par rapport au genre qui, moi, me fatigue, en tout cas m'ennuie. Le fait de, on fait une comédie, du coup, de A à Z, ça doit être drôle. On fait un drame, du coup, de A à Z, on doit chialer. Non, en fait, moi je trouve que dans la vie, souvent, je sais pas, les pires fous rires que j'ai eus, je crois que c'était à des enterrements. Et je trouve que dans la vie, ça se mélange. C'est une porte, j'enfonce une porte ouverte là, mais ça se mélange énormément. Et moi, j'aime bien les films qui ressemblent à la vie plutôt que des films qui ressemblent à une autoroute de ce que devrait être une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Vous voyez ce que je veux dire, j'ai mis des guillemets, mais. Donc, je voulais que ça soit drôle aussi. Notamment parce que pour qu'on s'identifie à ce personnage qui a une trajectoire assez particulière et qui fait donc son deuxième métier assez stigmatisé, de façon globale, de façon générale, il fallait que je voulais aussi que ce soit drôle, et je voulais que ça commence comme un drame social, que ça se transforme en comédie romantique et qu'ensuite ça devienne encore autre chose. Aussi parce que je trouve que c'est déroutant je trouve que ça arrive très souvent dans la vie qu'on ait l'impression qu'on est en train de vivre une comédie romantique et puis il suffit de 2 secondes pour que vous vous retrouviez dans un drame social. Et je voulais aussi de mettre les spectateurs dans cette énergie-là, de ne pas savoir en fait ce qui allait se produire.
Je trouve ça un peu... Enfin, moi, les films que je préfère, c'est les films où je suis pas installée et je me dis pas, c'est bon, je peux m'endormir sur mon siège, je sais déjà ce qui va se passer d'un bout à l'autre, quoi. Donc l'humour, c'était hyper important. Et aussi parce que ça fait partie des stratégies de Kika, de voir le monde, d'utiliser l'humour pour mettre comme une distance entre elle et ce qui lui arrive. Comme vous évoquez beaucoup vos documentaires, comment ça vous a inspiré justement pour faire Kika et comment on fait pour passer d'un documentaire à de la fiction ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Comment vous avez un peu appréhendé ce nouveau genre de film, on va dire, vu que vous faisiez du documentaire? Alors, après mes documentaires, il y a beaucoup de fiction dans mes documentaires. En tout cas, les 2 derniers, il y a un dispositif fictionnel. Très souvent, on m'a demandé à la fin de mes documentaires, des projections de mes documentaires, quand est-ce que je ferais un vrai film ? Comme si la fiction n'était pas... était au-dessus du documentaire. Où moi, je ne fais pas du tout la différence. Pour moi, c'est exactement le même métier. Je ne dois pas amener exactement les mêmes compétences. Mais en l'occurrence, il y a beaucoup de documentaires dans Kika. C'est juste que mon dernier documentaire coûte 10 fois moins cher que Kika. Donc il y a aussi la question de convaincre des financeurs de me donner suffisamment d'argent pour que je puisse faire une fiction correctement. Enfin correctement, je veux dire... dans Kika, il y a à peu près 30 personnages et à peu près 30... je sais pas si c'est 30, mais à peu près, ouais. Décors. Donc ça coûte énormément d'argent. Ça, il faut de l'argent pour le faire, quoi. On peut pas... j'aurais pu écrire le film autrement, mais je l'ai pas fait. Après, par exemple, dans Kika, je m'amuse assez souvent à faire en sorte qu'il y ait les conditions pour que des accidents puissent avoir lieu. Parce que moi, venant du documentaire, c'est ce que j'aime bien. Mes documentaires sont très écrits, mais j'adore accueillir les accidents. Donc, par exemple, je sais pas, le fait de tourner dans un hôtel de discrétion qui est encore en activité. On avait juste loué un étage, ça fait que y a des clients qui rentrent, par exemple. Il y a un des plans où il y a un client qui rentre. On l'a gardé, on a juste, avec des VFX, flouté son visage pour pas que sa femme puisse savoir, ou son mari, je sais pas, puisse savoir quel lieu il fréquente entre midi et 2. Mais voilà. Ou sinon, quand j'écris dans le scénario, par exemple, qu'il va y avoir une fête, c'est une fête de quartier, et Kika et sa fille y sont, on prend une vraie fête de quartier, parce que ça coûte moins cher, mais aussi parce qu'il n'y a rien de mieux parfois que la réalité, donc je les mets dans cette fête, et puis on est 4, et puis on y va, quoi. Ce qui veut dire qu'il y a des accidents, des regards caméra, etc., des gens qui sont là alors qu'on n'avait pas prévu, une musique qu'on enregistre alors que c'était pas celle qu'on voulait enregistrer, donc il faut retrouver les gens qui font la musique, parce que sinon... c'est illégal. Ça crée des accidents que moi j'aime. Mais par ailleurs, je pense que ce que j'ai dû apprendre sur le tournage, c'est que moi j'ai un espèce de respect énorme pour la réalité, étant donné que c'est mon travail, c'est de trouver ce qu'il y a d'intéressant dans la réalité et de voir comment on filme cette réalité. C'est pas du tout la même. Par exemple, je sais pas, le mur derrière vous est blanc. Si on arrive dans cette pièce et qu'on doit y tourner, la chef déco va dire alors de quelle couleur on repeint le mur. Et moi, c'était vraiment des espèces de réflexes que j'avais pas. Je me dis si le mur est blanc, il reste blanc. Alors que non, si le mur est blanc, c'est à moi de choisir si il va être bleu, blanc, rouge, vert, avec des fleurs, avec des rayures. Et ça, c'est un truc, devenir Dieu, dans le sens où vous choisissez tout en fait en fiction. Alors quand il y a quelque chose de reposant, je trouve, et aussi de contraignant dans la réalité, qui est que vous avez ce que vous avez. Et donc ça, j'ai dû vraiment apprendre à pouvoir tout choisir. Et j'ai mis du temps sur le tournage à me dire oui, ok, on va tout transformer. Donc vous avez dit qu'il n'y a rien de mieux que la réalité. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous avez appréhendé un petit peu le travail de préparation du film. Est-ce que vous êtes allé à la rencontre de certaines personnes ? Est-ce qu'il y avait eu un travail de recherche assez conséquent pour bien maîtriser le sujet, etc. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Je ne suis pas dominatrice. C'est un métier que je ne connaissais pas du tout avant de faire ce film. Donc
Oui, il y a un énorme travail documentaire. Donc, j'ai rencontré beaucoup de travailleuses sociales, de travailleuses du sexe, de travailleurs du sexe, de dominatrices, dominateurs. J'ai fait des longs entretiens avec eux. J'ai aussi fait des ateliers de BDSM parce que physiquement, c'était important pour moi pour pouvoir, entre guillemets, diriger Manon, même si j'aime pas ce terme, mais pour pouvoir l'accompagner, de savoir ce que ça me fait en fait physiquement, quelqu'un qui vous frappe ou quelqu'un qui vous demande de le frapper, qu'est-ce que ça fait. Ce truc par exemple de s'excuser tout le temps, c'est quelque chose que j'ai fait pendant ces ateliers BDSM. Ça me faisait marrer de demander à Manon de faire la même chose. Des difficultés, par exemple par rapport aux clients, c'est compliqué. Autant j'ai pu rencontrer beaucoup de dominatrices, autant les clients c'est très compliqué de les rencontrer. On a fait un énorme appel on a mis dans plein d'endroits un peu stratégiques comme ça. On a demandé à des clients s'ils voulaient me donner un peu, partager leur expérience, et ça n'a pas été possible. Donc c'est les dominatrices qui m'ont parlé de leurs clients. Est-ce qu'on a eu des difficultés ? Oui, il y en a plein tout le temps. J'avoue que c'est un peu comme les accouchements, on oublie assez vite. Heureusement, parce que sinon, je pense qu'on ne ferait pas d'autres films et d'autres enfants. Oui, je sais pas, c'est difficile en fait de faire des entretiens comme ça, parce que les gens vous donnent beaucoup de leur temps, ils donnent beaucoup d'eux-mêmes. Comment est-ce qu'on rémunère ça ? C'est une vraie question. Parce que faut pas que ça s'apparente à de la prédation au bout d'un moment. Donc, et comment est-ce qu'on fait pour les entretiens, on n'a pas payé les gens, mais par exemple, il y a une dominatrice et un dominateur qui ont relu le scénario, ils ont été payés comme des consultants pour le faire. Mais c'est aussi des gens qui m'avaient donné beaucoup de temps en entretien, donc c'était aussi une façon de les remercier pour le temps qu'ils m'avaient donné. Et puis d'autres difficultés, on en a eu plein. Par exemple, je voulais que... pour en revenir à cette question du documentaire, je voulais tourner dans un vrai centre d'aide sociale. Mais pour des raisons évidentes, mettre à la porte pendant 8 jours tous les assistants sociaux, les assistantes sociales d'un centre d'aide sociale, c'est pas possible. Donc on a dû le reconstituer pratiquement à l'identique. Parce que je voulais aussi que, avec Colin Lévesque, avec qui on a fait l'image, qui a fait l'image tout seul d'ailleurs, pas tout seul, mais pas avec moi. On voulait que ce soit un espèce d'open space pour qu'elle puisse beaucoup circuler, parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps en mouvement, Kika. Donc, on a fait en sorte que ça puisse être le cas dans ce centre d'aide sociale, quoi. Ça aussi, c'était une vraie difficulté. Il faut trouver un endroit, il faut le faire. Ça demande énormément ne serait-ce que tous les dossiers d'aide sociale qui ont dû être trouvés et mis dans des... c'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Voilà, mais après, pour faire un film, il y a tellement de trucs à faire, quoi. Mais bon, après, je pense aussi, pour en revenir à cette histoire de documentaire fiction, comme d'habitude en documentaire, on est des toutes petites équipes et que moi, j'ai l'habitude de faire énormément, puisque c'est très mal... il n'y a pas d'argent, etc. J'ai l'habitude de beaucoup prendre en charge de choses. Je pense qu'au début, je me disais « Waouh, mais je vais jamais réussir » parce que j'avais l'impression que j'allais le faire toute seule. Par exemple, typique, le centre d'aide sociale. J'étais là, non mais là, c'est pas possible, là, comment on va faire ? En fait, oui, c'est pas moi qui l'ai fait, oui. Il y avait juste une chef d'éco qui connaissait très bien son métier, qui a dit, attends, là, il y a l'accessoiriste qui va le faire, puis il y aura 4 rippers, et puis il y aura... Du coup, oui, ça, c'est un truc que j'ai découvert. Il y avait la moitié des métiers sur le plateau que je connaissais pas. Je savais pas ce que faisaient les gens. Je découvrais au fur et à mesure, ah tiens, lui, il fait ça, d'accord, ok. Donc moi, par exemple, je remettais toujours tout en place sur le plateau. Bon, au bout d'un moment, j'ai compris que l'accessoiriste, ça le saoulait grave. Voilà. Vous venez de dire que vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer des clients, mais moi, il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup surprise, en tout cas qui m'a posé question dans votre film. C'est la bienveillance que vous avez pour ces clients-là. Je me rappelle notamment d'une scène avec Racha, je crois, où elles viennent de rencontrer un client toutes les deux. Et Kika, elle lui commence un peu à se moquer des plaisirs de cet homme. Et Racha, elle lui dit « Mais tu te rends pas compte du courage qu'il a eu ?» Et ça m'a beaucoup intriguée, ça m'a posé question aussi, parce que c'est totalement à l'opposé, en tout cas, de
des représentations des clients que je pouvais me faire dans ma tête qui font appel à un ou une dominatrice. Et je voulais savoir du coup comment est-ce que vous avez construit ces personnages. Ça, c'est surtout cette séquence-là. C'est donc une dominatrice qui m'a raconté que c'est une expérience qu'elle a vécue. La plupart des clients, c'est des gens dont on m'a parlé. Moi, je trouvais... déjà, alors, j'ai des amis, par exemple, qui font des documentaires et qui ne filment que leurs ennemis. Et pourquoi pas, je veux dire... moi, je sais que j'en suis incapable. J'ai du mal à filmer des gens que j'aime pas. Parce que ça va, en fait. C'est un truc de personnalité. Je pense que dans la vie, j'ai pas envie de passer le week-end avec des gens que j'aime pas. J'ai pas non plus envie de passer 1h30 enfermée dans une salle avec des gens que j'aime pas, quoi. Donc, je filme globalement que des gens que j'aime. Et je pense qu'aujourd'hui, franchement, en 2025, moi, j'ai plus envie de voir des hommes problématiques. Problématiques dans le sens violent, sexiste. Moi, j'ai envie de voir des hommes qui me donnent envie de continuer à vivre avec la moitié de l'humanité, quoi. L'autre moitié de l'humanité, en l'occurrence. Après, moi, je trouve que les hommes... ça m'intéresse de voir ces hommes aussi qui sont dans la volonté d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'inversement des normes de genre. Parce que ce qui est valorisé aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas les hommes qui acceptent de se faire soumettre. Ou qui même demandent à être soumis. Et moi, j'avais envie de voir ces hommes-là et aussi, d'une certaine façon, de leur tirer mon chapeau parce que je pense qu'on a besoin d'hommes comme ça qui sont pas dans ce qui est valorisé dans le patriarcat aujourd'hui, quoi. Donc, il y a ça. Et puis... oui, moi je pense que c'est aussi des hommes, par exemple pour ce monsieur-là dont vous parliez tout à l'heure, je pense que c'est quelqu'un qui va chercher quelque chose de l'ordre de la réparation, qui n'est pas quelque chose qui est offert facilement par les institutions. Je pense que, on est dans une culture du viol globalement et une culture de l'inceste. Et il y a très peu de choses qui sont faites pour ces personnes-là. Et je trouvais ça hyper beau aussi de montrer cet homme-là qui va chercher ailleurs, dans des endroits qui sont peu valorisés, mais quelqu'un qui essaye de s'en sortir. Je trouve ça hyper touchant. Et après, c'est aussi les comédiens. C'est aussi les comédiens. Quand on est en casting, je choisis aussi des gens qui sont bons, normal, mais aussi avec qui j'ai envie de passer plusieurs jours, quoi. Et c'est la même chose pour les techniciens et les techniciennes. Je prends pas, même si quelqu'un est super bon dans son travail, si c'est un con, je travaille pas avec. C'est un truc de personnalité, voilà. Et aussi parce que je pense que on a vachement valorisé les cons dans le cinéma et on n'est pas obligé en fait. Parce que tout le monde est là, ouais, le cinéma, mais le cinéma, c'est les gens qui le font en fait. Donc s'il y a plus personne qui donne du travail aux cons, au bout d'un moment, il y a beaucoup moins de cons dans le cinéma. Donc je pense qu'il faut aussi soi-même, à un moment donné, se dire c'est quoi ma responsabilité, quoi. Ça paraît très pompeux de dire un truc comme ça, mais voilà, ça fait partie des trucs que moi, je pense qu'il faut faire. Ça n'engage que moi. Donc vous avez parlé du casting. Moi, je me posais une question. Vous avez donc joué dans votre moyen métrage, vous étiez la protagoniste. Est-ce que vous avez envisagé de jouer le rôle de Kika ? Ou alors vous vous êtes tout de suite tournée vers une autre actrice ? Non, ça a été longtemps une vraie question. Est-ce que je joue, est-ce que je joue pas ? Notamment parce que mon producteur, qui s'appelait François-Pierre Clavel, pensait que, comme de façon un peu inexplicable, j'ai eu plein de prix d'interprétation pour Palma. Si je disais que je jouais dans Kika, ça allait aider les gens à financer le film en se disant « Ah tiens », lui il pensait que les gens se diraient « Ah oui, tiens, super, c'est marrant, c'est la continuité de Palma ». C'est pas du tout ce qui s'est passé. Quand on a commencé à dire que j'allais jouer dedans, les gens ils ont paniqué à mort, ce que je peux comprendre. Et puis, je pense que moi aussi, j'avais envie de jouer dedans parce que j'avais peur de demander à une comédienne de faire ce que j'avais écrit, qui était quand même un peu,
particulier. Et donc, j'ai commencé en fait j'ai passé mon propre casting. Enfin, j'ai fait des castings de comédienne beaucoup. Puis j'ai passé mon propre casting. Et franchement, c'était pas déliant, j'étais pas nulle. Hein. Mais un jour, j'ai rencontré une directrice de casting qui s'appelle Yuna de Peretti et qui m'a dit vu ton scénario, à mon avis, vous ne serez pas trop de deux pour accompagner le film, quoi. Parce que, notamment en France, où il y a le courant abolitionniste est très fort, je pensais que ça allait être la bagarre, quoi. Donc heureusement, j'ai eu la bonne, nous avons tous eu toute la bonne idée d'aller caster quelqu'un d'autre. Et ça a été 2 ans de casting parce que il fallait trouver la bonne personne et c'était pas évident du tout parce que on a casté des comédiennes très connues, des comédiennes pas connues, des comédiennes de théâtre, ce qui est plutôt le cas de Manon au départ. C'est plutôt une comédienne de théâtre. Elle a fait le conservatoire, etc. Et donc il fallait que ce soit quelqu'un qui soit pas du tout mélancolique, parce que sinon, dès qu'on cassait des gens un peu sombres, ça tirait le film vers quelque chose de très, très dark, et c'était pas du tout ce que je voulais. Il fallait quelqu'un qui soit marrante, mais pas que marrante. Il fallait quelqu'un qui aussi puisse montrer quelque chose de l'ordre d'une faille. Il fallait qu'on voit que c'était une faille qu'elle avait, sans rien faire pratiquement. Parce que c'est quand même l'histoire d'un déni, donc si vous ne voyez rien qui transperce à travers son déni, ça ne marchait pas non plus. Bref, il y avait une espèce de tessiture en termes de jeu énorme qu'il fallait qu'elle ait. Moi, j'imaginais pas du tout, j'imaginais pas quelqu'un d'aussi jeune, j'imaginais pas non plus quelqu'un d'aussi, entre guillemets, joli. Moi, je voulais quelqu'un qui soit plus abîmé, entre guillemets, ou qui correspondent moins aux normes de la féminité classique. Et puis finalement, mon producteur François-Pierre Clavel est mort. Et quand Yuna m'a proposé Manon, je me suis dit, c'est peut-être lui qui m'envoie une Clavel comme un signe. Et du coup, c'est comme ça que j'ai accepté de la caster. Et c'est comme ça que c'était évident que ce serait elle. Et puis c'est aussi un truc, comme je le disais tout à l'heure, un truc de personnalité. Manon, c'est quelqu'un d'hyper solaire, hyper sympa, complètement tout-terrain, et je sentais qu'elle avait aucune peur, enfin, en tout cas que les peurs qu'elle avait par rapport au tournage, au scénario, etc., n'allaient pas être un frein, qu'il y avait moyen de discuter, et que ce serait pas une galère de travailler avec elle, quoi. C'est vrai que votre personnage, il a quand même une très grande ambiguïté. Kika, c'est une femme à qui il arrive énormément de malheurs et elle ne pleure jamais. Et le seul moment où elle pleure, c'est à la fin et on a l'impression que c'est même pas libérateur. Elle y est contrainte, elle y est un peu forcée. Et cette question de pleurer, comme on a l'impression qu'elle est en retenue pendant tout le film, je me demandais pour vous d'où vient cette retenue. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas le droit ? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas le temps ? Est-ce que c'est parce qu'elle en a peur, qu'elle en a pas envie ? Oui, je pense que c'est un peu ce que racontait le film, c'est que pour moi, Kika, c'est l'histoire de quelqu'un qui a besoin de pleurer, qui a besoin d'être consolé. Je pense que se montrer vulnérable dans un monde qui est hyper difficile, qui est hyper dur et qui a... En fait, moi, je pensais souvent à Kika un peu comme un animal blessé et qui cache sa blessure de peur de se faire bouffer par les autres, en fait. Donc, je pense qu'elle a une énorme carapace et qu'il y a beaucoup de... je pense que le film, pour moi, fonctionne par couches. Il y a plusieurs enjeux dans le film. Il y a des enjeux, par exemple, qui sont des enjeux extérieurs et puis il y a des enjeux plus intérieurs. Il y a, par exemple, d'un point de vue extérieur, elle doit juste... c'est quelqu'un qui doit trouver de l'argent rapidement et qui doit aussi trouver un appartement, etc. Donc, elle n'a pas l'occasion, matériellement, de s'arrêter et de faire ce qu'on appelle son travail de deuil. D'ailleurs, c'est intéressant quand on parle de travail de deuil. Si c'est un travail, ça prend du temps. Normalement, si c'est un travail, c'est rémunéré. Donc, oui, je pense que c'est vraiment
pour moi, il y a une espèce de bourgeois gaze autour de cette façon de voir le travail du deuil. Enfin, qui est capable aujourd'hui de payer un psy pour aller faire son deuil, ou j'en sais rien, de prendre des vacances, de prendre du temps pour faire son deuil. C'est réservé quand même à une élite. La plupart des gens, à un moment donné, même le film a failli s'appeler Escadrille, parce que je trouvais, à cause de cette phrase malheureusement, de Jacques Chirac, qui disait « la merde, ça vole en escadrille ». Parce qu'en effet, ici, en général, c'est comme ça que ça se passe, en tout cas dans certains milieux. Vous perdez quelqu'un de proche, ça ne suffit pas, je veux dire. En plus de ça, vous perdez, en général, financièrement, ça commence à être la débandade. Pour vos enfants, ça l'est aussi, etc., etc., etc. Et c'est comme des dominos, en fait. C'est pas juste le deuil de quelqu'un auquel vous devez faire face, c'est tout ce que ça engendre dans la vie matérielle et qui est très, très compliqué à entre guillemets, gérer, même si j'aime pas non plus ce mot. Mais... Donc oui, il y a ce qu'elle doit faire, et elle ne peut pas du coup pleurer parce qu'elle a tout un tas de choses à faire. Et en même temps, je pense que elle ne veut pas non plus pleurer parce qu'elle a peur du moment où elle a peur de s'effondrer en fait. Elle a peur qu'à partir du moment, elle a peur d'être siphonnée si elle commence en fait à juste ouvrir les vannes. Elle a peur que ça s'arrête jamais. Et en tout cas, moi, c'est ce que je voulais qu'on ressente en voyant le film. C'est que c'est quelqu'un qui... Elle est presque forcée à la fin à se faire consoler. J'ai spoilé le film. Allez, bim. Et vous évoquez la question du titre, mais du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Kika, déjà comme nom pour votre film, mais aussi comme prénom pour votre héroïne ? Alors, j'ai commencé à écrire Kika quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et je m'étais dit, tiens, si c'est une fille, j'aimerais bien l'appeler Kika. Parce que je trouvais que c'était un peu badass comme ça. Et que je connais une réalisatrice en Belgique qui s'appelle Kika. Et j'ai toujours trouvé que c'était un super prénom. Et puis, j'ai eu un garçon. Mais j'ai eu un fils. J'ai eu un film. Voilà, le gros lapsus. Il faudrait que j'aille voir une psy. J'ai eu un film, et donc j'ai appelé mon film Kika. Parce que je trouvais que c'était tendre et en même temps un peu badass. Je sais pas le dire mieux. Mais je me suis aperçue très tard que Pedro Almodovar avait fait un film qui s'appelait aussi Kika. Pas de chance. Comment j'ai pu ne pas vérifier, et ne pas connaître en plus. Bon. De toute façon, je voulais quand même que le personnage s'appelle Kika, et on a beaucoup... donc le film, on l'a fini une semaine avant qu'il soit projeté à Cannes. Donc on n'a pas eu non plus l'éternité du temps pour trouver un autre titre. On a énormément cherché avec mes producteurs, avec les distributeurs. Moi, je voulais que le film, à un moment donné, s'appelle Putain, Putain. Les distributeurs se sont complètement opposés. Ils ont fait non mais personne va aller le voir. Enfin, c'est mort. Il n'y a pas moyen qu'il s'appelle comme ça. Donc bon, voilà. Après, je voulais tous les titres que je trouvais, ils avaient déjà été pris. Genre, je voulais l'appeler All We Imagine as Light. Bon, voilà, pas de chance. Il y avait aussi un titre que j'adorais, mais c'était en anglais et c'est un peu compliqué en France les titres en anglais. C'était Somewhere Only We Know. C'est une chanson en plus. Bon, on a énormément cherché. À un moment donné, je voulais aussi l'appeler Au Grand Mot, parce qu'au grand mot, les grands remèdes. Mais je trouvais que, à l'écrit, j'aimais beaucoup, mais je trouvais que ça se prononçait mal. Anyway, il y a eu un groupe WhatsApp avec 15 personnes et on a tous brainstormé pendant une semaine et comme des psychos. Genre, chacun, tous les jours, sortait 20 titres. Pire les uns que les autres. Il y en a eu des très bien aussi, mais on s'est aperçu qu'en fait, le mieux, c'était quand même Kika. Et tant pis pour le film d'Almodovar, ça allait être lui contre nous, quoi. Donc, c'est lui qui gagne, hein. Parce que c'est quand même Pedro Almodovar. Mais on ne sait jamais. Avec un peu de chance, si les gens cliquent pendant encore, 3 ans, peut-être qu'on va finir par gagner. Mais voilà, c'est Kika. En Allemagne, c'est Madame Kika. Je suis pas sûre, mais bon, voilà. C'est vous qui avez choisi Madame Kika Non, en fait, il y a une chaîne pour enfants qui s'appelle Kika en Allemagne.
Et du coup, ils ont dit non, pas, c'est pas bien. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont appelée Madame Kika. Mais c'est pas moi qui choisis. Après, c'est un peu. Tout à l'heure, j'avais un peu une métaphore de l'accouchement. Il y a un peu un truc comme ça quand vous faites un film, c'est qu'à un moment donné, il y a des trucs qui vous appartiennent plus, ils marchent tout seuls, quoi. Pour le meilleur et pour le pire. Moi, il y a une phrase que j'ai bien aimée qui est aussi dans la bande-annonce. À un moment, elle dit pute, c'est comme assistante sociale, mais c'est mieux payé. C'est vrai que votre film, quand même, il se construit sur la mise en parallèle de ces deux professions où il y a une demande et Kika y répond. Et je voulais savoir pourquoi ces deux métiers et pourquoi les mettre en parallèle. À quel point c'est révélateur d'une société et d'institutions en déclin. Bon, moi, quand j'écrivais Kika, en même temps, je tournais un film qui s'appelle Sauf qui peut et qui est un film sur l'hôpital public. Et c'est un film, en fait, Sauf qui peut, qui essaye de démanteler cette espèce d'injonction contradictoire, parce qu'on demande aux soignants et aux soignantes d'être dans une espèce d'idéal relationnel, d'être plein d'empathie, de bienveillance, etc. Et puis en même temps, on leur donne jamais les moyens de pouvoir prendre le temps suffisant pour montrer de l'empathie envers les gens qui sont censés soigner. Donc je pense que ce film-là a beaucoup influencé Kika. Et moi, ça m'intéressait de montrer en fait quelqu'un justement qui est très mal payé pour faire du bien aux gens en tant qu'assistante sociale et qui est très bien payé pour leur faire du mal. Ça m'amusait. Et aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du soulagement chez Kika quand elle devient travailleuse du sexe, parce qu'il n'y a plus l'institution entre elle et les gens qu'elle aide. Kika, en tant qu'assistante sociale, elle dépasse complètement le cadre parce que si elle doit s'en tenir au cadre qu'on lui donne, elle ne peut pas aider les gens. Et il y a une espèce de frustration énorme chez elle. Donc elle dépasse tout le temps le cadre, elle va chez ses bénéficiaires, elle fait un travail qu'elle n'est pas censée faire en fait. Et en tant que... Je pense qu'elle est très frustrée de l'institution dans laquelle elle travaille, et pour moi, elle va droit vers le burn-out, comme c'est le cas de beaucoup de soignants et de soignantes. Et en tant que travailleuse du sexe, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus léger pour elle. Et ça m'intéressait, de voir comment, parfois, de plus en plus de gens, j'ai l'impression, sortent de l'institution, tellement que cette institution est maltraitante. Donc c'est ce qui m'intéressait, parce qu'on pense que la violence est du côté du BDSM. Pour moi, la violence, elle est du côté de l'institution. Et du côté d'une institution qui est complètement malade et qui l'est de plus en plus. Et ça semble poser de problèmes à presque personne en France aujourd'hui, et en Belgique et en Suisse, etc. Donc ouais, ça je voulais montrer ça. J'avais une question d'ordre un peu plus technique sur le tournage. Je pense que vous avez eu recours à une coordinatrice d'intimité, surtout pour un film comme Kika. Alors, comment est-ce que ça se passait avec elle? Comment est-ce qu'elle a pu vous aider, etc. Alors oui, c'est sûr que pour un film comme Kika, ne pas avoir de coordinatrice d'intimité, c'est plus que casse-gueule. Bon. En tout cas, moi, je l'aurais pas fait, donc... C'est Monia Aït El Hadj qui est la coordinatrice de ce film. Disons qu'on le veuille ou non, j'ai quand même sur le plateau une position hiérarchique. J'ai une position de pouvoir d'une certaine façon. Donc je peux faire comme si j'étais super sympa et de gauche, et du coup... les gens n'allaient pas forcément faire ce que je dis parce que j'ai une position de pouvoir. On peut faire semblant, mais en vrai, non. Souvent, les comédiens, ils ont envie qu'on les rappelle, les comédiennes, donc ils vous disent oui alors qu'ils n'ont pas forcément envie. Donc c'est important en fait qu'il y ait une espèce de triangulation. Moi, je vais dire à Monia ce dont j'ai besoin pour la séquence, ce que j'imagine par exemple. Monia va parler avec des comédiens sans que je sois là, pour leur dire, voilà, Alex, elle imagine ça, comment toi, t'es par rapport à ça,
Par exemple, on a énormément tourné le prologue, on a tourné 1h30, au final, il fait 20 minutes. Donc tout ce qui est scène d'amour entre Kika et David, on en a, mais on a failli faire Kika 1, Kika 2. Par exemple, moi j'avais imaginé qu'à un moment donné, il soit dans une baignoire et que David masse les pieds de Kika, et le comédien qui joue David a fait tout ce que vous voulez, mais pas les pieds. Bon, bah ça, vous pouvez pas le savoir si vous l'avez pas demandé, quoi. Enfin, demandez précisément, parce que c'est comme, voilà, sur un scénario, s'il y a écrit, bon, ils font l'amour, c'est très très vaste, hein. Ils font l'amour quoi? Ils font l'amour habillé, pas habillé, debout, pas debout, quel type de relation sexuelle, quel type, enfin, quelle partie du corps, dans, sur ou avec quelle partie du corps. Enfin, voilà, c'est très très vaste, ils font l'amour, quoi. Donc déjà, il faut être très précis sur ce que vous écrivez. Demander à chacun et chacune ce qu'ils en pensent. Monia revient vers moi en disant, bon, bah là, par exemple, ça, c'est un no-go de cette personne. Donc moi, je réécris en disant, bon, bah voilà, on va plutôt essayer de faire comme ça. Monia repart vers les comédiens et les comédiennes, voit avec eux ce qui est acceptable ou pas par eux. Et après, c'est toujours révocable. Une comédienne ou un comédien qui va dire, bah, j'ai accepté ça il y a une semaine, mais aujourd'hui, il n'y a pas moyen. Bon, ben, sur le plateau, il faut réinventer autre chose. Et puis, il y a tout ce qui est... Donc, sur le plateau, Monia, je sais pas, par exemple, quand ils s'embrassent, elle leur donne des chewing-gums ou des petits pour la laine s'ils en ont envie. Elle court sur le plateau avec des peignoirs pour qu'à chaque fin de séquence, ils ne restent pas comme ça à poil. Bon, après, les plateaux, à chaque fois, sont des plateaux... comment on appelle ça, je m'en rappellerai plus du... Comment on dit ? Réduit, ouais, merci. Voilà, c'est des équipes réduites, donc il y a très peu de monde sur le plateau, et même derrière le combo. Voilà, il y a plein de choses. Il y a tout ce qui est, par exemple, cache-sexe, cache-sein, etc. Par exemple, il y a une séquence où Kika sodomise un client. Bon, ben, bien sûr, hein, ce comédien-là n'est pas les fesses à l'air pendant qu'on est en train de le filmer. Il a un cache-sexe, etc. etc. Donc ça, c'est hyper important. Il y avait aussi, pour toutes les séquences BDSM, et même pas que BDSM, par exemple la séquence du couloir où elle le frappe avec un sac de caca, il y a une coordinatrice de cascade. Parce tout ce qui... La séquence de fin, pareil avec Racha, c'est aussi une coordination de cascade, c'est des chorégraphies en fait. Parce que bien sûr, personne ne touche personne. Donc c'est aussi une chorégraphie avec le chef-op, parce que selon où il se met, on voit que personne ne touche personne. Donc c'est vraiment hyper chorégraphié. Et donc je pense que la coordinatrice d'intimité, ça fait aussi... ça fait en sorte que tout le monde se sent bien. Et... Ouais, moi vraiment, je retravaillerai jamais sans coordinatrice d'intimité, quoi. Enfin, à moins que je fasse un truc genre Avengers 5, ce qui est très peu probable, mais voilà. Ça va être l'avant-dernière question, mais je voulais vous poser une question sur un des personnages que j'ai beaucoup aimé, et c'est le personnage de la voyante. Je trouve que à la fois on pourrait se dire que c'est pourquoi pas Kika plus tard, et en même temps on a l'impression que Kika elle essaye de se détacher de ce personnage, peut-être qu'elle en a peur aussi, et je voulais savoir à quel point ce personnage permet de donner de l'épaisseur à Kika, et quel est pour vous, que représente-t-il ce personnage ? Alors ce personnage, au début de l'écriture, en fait c'était deux personnages. J'avais écrit, il y a un moment donné, Kika, parce qu'elle n'arrivait pas à se dire que David était vraiment parti, elle allait voir une voyante. Parce qu'elle avait envie de continuer à parler avec lui, notamment par rapport au fait qu'elle était enceinte et qu'elle ne savait pas quoi faire de ce bébé. Et puis il y avait aussi un personnage de bénéficiaire qui pour moi représentait un peu ce dont Kika avait le plus peur. C'est-à-dire, moi ce que j'imagine de cette personne, cette bénéficiaire, c'est que c'est une femme de médecin. Elle fait comme on fait beaucoup de femmes de médecins à une époque, c'est-à-dire être secrétaire, comptable, etc. de leur mari, et puis le jour où il part ou le jour où il meurt, il n'y a plus rien, enfin elle n'a rien du tout, quoi.
Donc j'imaginais que cette personne vraiment représente toutes les peurs de Kika. Parce que cette personne tombe dans la rue. Après, bon, j'ai fait un film sur les gens qui vivent dans la rue. Et j'ai vu beaucoup de gens qui avaient une vie très semblable à la mienne et qui, du jour au lendemain, accident de la vie, maladie, etc., décès, tombent dans la rue et ils meurent, quoi. Donc c'est très, très rapide. C'est aussi pour ça que Kika ne veut pas demander d'aide. C'est parce qu'elle ne veut pas être de l'autre côté. Elle a peur de tomber de l'autre côté, entre guillemets. Et je pense que j'ai fusionné ces deux personnages, celui de la médium et celui de cette vieille dame, parce que je trouve que souvent dans les films, les personnages ont juste une fonction. Ils sont pas autre chose que leur fonction. Et je trouve ça assez pauvre et assez dommage. Les Américains, par exemple, le font très bien. Souvent, leurs personnages secondaires sont dingues. Et c'est aussi pour ça que je pense que les films américains, souvent, alors pas tous, mais ils sont quand même souvent beaucoup plus intéressants que les nôtres. Et aussi parce que les comédiens qui font des rôles secondaires sont dingues, complètement dingues. Ils sont super bons. Nous, souvent, je trouve qu'on les néglige un peu, parfois, en France. Donc j'avais envie, en fait, de lui donner autre chose qu'une fonction. Qu'elle soit quelqu'un. Et aussi parce que je trouve que tout à l'heure je parlais du genre, le genre des films sociaux, les gens n'ont qu'un enjeu à défendre, c'est-à-dire trouver de l'argent, s'en sortir financièrement et tout ça. Or, il y a plein d'autres choses que les gens ont dans leur tête. Et je trouvais que cette espèce de côté un peu, spiritualo, chelou, ça m'intéressait que ce soit aussi dans le film. Parce que par rapport à la mort, etc., il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas, mais qui voient des signes partout. Et donc ça, c'est aussi une des lignes narratives, parce que le film était très, très dense. Enfin, le scénario était très, très dense. Ça, c'est une des lignes narratives, la seule, je crois, à peu près, qui a giclé du film. Parce qu'il y avait un Kika... Dans le générique, il y a un dresseur de rats. Alors, des fois, il y a des gens qui me disent « Waouh, c'est quoi cette histoire ? On n'a pas vu le rat. » Mais parce qu'en fait, à un moment donné, Kika voyait un rat dans cet hôtel de discrétion et pensait que c'était David, c'était sa réincarnation, quoi. Elle savait que c'était débile, mais en même temps, elle n'avait pas s'empêcher. Donc, elle parlait à un rat. Et ça a été coupé au montage. Mais voilà, cet aspect-là, un peu spirituel, j'avais envie qu'il soit dans le film. En fin d'émission, on demande toujours une recoculture. Du coup, de ce que vous voulez, que ce soit passé ou que en salle, au théâtre, littérature, BD. On a eu BD la dernière fois. Oh, c'est dur ça, parce qu'il y a tellement de trucs bien. Alors, il s'avère que là, dans l'avion, je suis allée présenter Kika à Tokyo. Ouais, voilà, mon bilan carbone est catastrophique maintenant, mais dans l'avion, c'est un peu abusé d'avoir vu ce film-là dans l'avion, mais j'ai vu Monster de Koreeda. Il a eu la palme pour le meilleur palme d'or, enfin pas palme d'or, mais il a eu à Cannes le prix du meilleur scénario. Dingo, incroyable. Pouf. Ah ouais, là meilleur scénario, tu comprends. C'est vraiment magnifique. Mais à tout niveau, ce film je l'ai regardé 2 fois de suite dans l'avion, tellement que je me suis dit non mais génie absolu. Et aussi il y a pas longtemps, j'ai vu All We Imagine As Light. Pareil, tellement beau, incroyable. Vraiment, ces 2 films, je me suis dit oh merci la vie. J'ai trop envie d'écrire du coup. Bon. Je me compare pas à eux, hein, mais ça donne envie, quoi. Quand on voit des films aussi bons, on se dit « Ah oui, il y a tellement de trucs trop bien à faire, vite, faisons-les. » Enfin, ou essayons, en tout cas. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que vous avez passé une bonne 50aine de minutes avec nous et que vous en avez appris plus sur Kika. On vous invite évidemment à aller le voir en salle.
Et on vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Tu sais bien que ça va encore t'énerver, le café. T'aimes le cinéma lorsqu'il est insolent. Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Thelma et Louise travaillaient à deux, et c'était les meilleurs. On va perdre du temps. On est tous mortels. Et c'est complètement stupide. Ce café est froid depuis 2 heures. J'y ai même mis mes cendres.